En 1999, une caméra a filmé quelque chose d'extraordinaire. Un homme debout, face à l'objectif, pas n'importe quel homme, Dominique Sakombi Inongo, ministre de l'Information du Zaïre pendant 20 ans. 5 mandats consécutifs, la voix officielle du régime, c'est lui qui lisait les communiqués à la nation. C'est lui qui avait inventé le mot mobutisme. Voici ce qu'il a dit à l'écran filmé pour les documentaires de Thierry Michel. Je l'ai vu boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'est incroyable. Ce film existe. Il s'appelle Mobutu, roi du Zaïre. Il est dans les archives de la Cinémathèque de Bruxelles. Et Sakombi a dit autre chose dans ce même film et dans ses écrits publiés. Tous les communiqués, je les travaillais sataniquement avant que le peuple ne les écoute, afin qu'ils soient envoûtés. 2 témoignages. Un seul homme qui a vécu à l'intérieur du régime pendant 2 décennies. Et ce n'est pas la seule chose que cette vidéo va révéler. Pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Les Zaïre de Mobutu, 32 ans de pouvoir absolu, un territoire grand comme l'Europe occidentale, des richesses minières qui auraient pu nourrir tout un continent. Et au cœur de cette machine, pas seulement des généraux, pas seulement des coffres en Suisse, pas seulement la CIA, des marabouts, des féticheurs, des sorciers et des ngangas. Payés par les budgets de l'État, logés dans les hôtels les plus luxueux de Kinshasa, consultés avant chaque décision politique majeure, Mobutu ne prenait pas des résolutions stratégiques sans avoir d'abord interrogé les mondes invisibles. C'est documenté, c'est attesté par des témoins directs. Et c'est que l'histoire officielle, celle qu'on raconte en Occident, a presque entièrement effacé. Aujourd'hui, on remet ça à l'endroit. Avant d'aller plus loin, on va établir des règles de cette vidéo. On ne va pas parler des superstitions. On ne va pas se moquer. On ne va pas non plus raconter des histoires inventées pour faire peur. Ce qu'on va faire, c'est lire des documents, citer les témoins, nommer les hommes, les sources de cette enquête. Pour comprendre les rôles de la sorcellerie sous Mobutu, il faut d'abord comprendre comment il a construit son image, parce que tout commence là. Novembre 1965, Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir par les armes. Il a 35 ans. Il est soutenu par la CIA, par la Belgique, par les intérêts occidentaux qui veulent un Congo stable, anticommuniste, exploitable. Mais Mobutu comprend quelque chose que les sponsors étrangers ne comprennent pas. La politique en Afrique centrale ne se joue pas seulement dans les palais et les ambassades. Elle se joue aussi dans les mondes invisibles. Celui des ancêtres, celui des esprits, celui des forces que les Congo, les Luba, les Mongo, les Mbandi appellent par 100 noms différents, mais qui toutes parlent d'une réalité que des millions de personnes vivent absolument concrète. Mobutu Mbandi, du nord du pays, il a grandi dans cet univers et les connaît de l'intérieur. Et dès le début de son règne, il va les mettre au service du pouvoir. En 1971, Mobutu lance officiellement sa grande politique culturelle, l'authenticité,
Les Congo devient les Zaïre, les Zaïrois abandonnent leur prénom chrétien. Joseph Désiré Mobutu lui-même devient Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, ce qui signifie, dans sa traduction la plus directe, les guerriers qui va des conquêtes en conquête, sans que personne ne puisse l'arrêter. L'authenticité, officiellement, c'est un projet de décolonisation culturelle. Retourner aux valeurs ancestrales africaines, c'est libérer de l'héritage européen. En pratique, c'est autre chose. Une source congolaise de la diaspora les dit sans détour. La politique d'authenticité exaltait les traditions ancestrales à outrance, y compris les plus problématiques, et parmi elles, la sorcellerie. En lingala, Mayele Yabakoko, la science des ancêtres. L'État zaïrois venait officiellement de réhabiliter le monde de l'invisible. Regardez les images de Mobutu. La toque en peau de léopard. Elle ne l'a jamais quittée en public. On l'explique souvent comme un simple symbole politique, un hommage au chef traditionnel, une posture. Mais l'institution muséale nationale américaine a documenté quelque chose de plus précis. Dans ses archives sur Mobutu, elle note que les choix du léopard étaient certainement calculés pour exploiter l'association symbolique du léopard avec la légitimité du chef et les pouvoirs. Association qui a une longue histoire dans les nombreuses sociétés de cette région. Des témoins congolais vont plus loin. Pour eux, ces chapeaux n'étaient pas seulement symboliques, c'était un objet de puissance spirituelle, Mpongo. La capacité de faire craindre sa magie à ses ennemis. Mobutu faisait peur, pas seulement avec ses soldats, avec sa peau de léopard. Et derrière l'image publique, il y avait une architecture invisible. Mais attendez, ce n'est pas Mobutu lui-même qui est la preuve la plus stupéfiante, c'est que ses propres ministres ont confessé. Les ministres qui envoûtaient les Congolais par la radio. La vérité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi, je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village. Partout où il passait, il voulait qu'on chante, qu'on danse en son honneur. C'est ce que j'ai fait faire, puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti-État de l'époque. Sakombi devient ministre de l'Information. C'est lui qui contrôle la RTNC, la radio-télévision nationale. C'est lui qui décide ce que les Zaïrois entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent de Mobutu. C'est lui qui a inventé les termes mobutisme. Après la chute du régime, Sakombi connaît une conversion religieuse. Il devient prédicateur, fonde une église à Kinshasa et dans ce cadre, il publie ses aveux et témoigne publiquement. Dans un ouvrage analysé par l'anthropologue Ndawey, Sakombi écrit qu'il fréquentait pendant 20 ans des magiciens venant de l'Inde, d'Israël et du Sénégal, des Guinées et des sorciers du Bas-Zaïre et de l'Équateur. Mais il ajoute cette phrase qui devrait figurer dans tous les livres d'histoire. Tous les communiqués, je les travaillais sataniquement, avant que les peuples ne les écoutent, afin qu'ils soient envoûtés. Lisez encore une fois. Les porte-paroles du gouvernement qui parlaient au nom de l'État disaient opérer des rituels occultes sur les messages officiels avant leur diffusion. C'est un nom ancestral et l'ancêtre a absolument, par les coutumes et les traditions, vous a transmis indirectement la sorcellerie, le fétichisme. Il faut que vous vous en débarrassiez. Comment? Par une délivrance. Alléluia. La parole d'État était elle-même un acte de sorcellerie.
Et dans une interview au mensuel Les Softs en juin 1998, Sakombi ajoute un autre niveau. Il dit que Mobutu avait été prévenu par Dieu, selon ses termes, qu'il mourrait s'il ne rompait pas ses liens avec les occultistes. Ces liens qu'il décrit comme fréquents et profonds, avec des magiciens, des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Mobutu n'a pas rompu ses liens. Il est mort à Rabat le 7 septembre 1997, seul en exil. Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Et là, il y a quelque chose que la plupart des documentaires sur Mobutu esquivent. Un témoignage filmé, nommé, daté, que personne n'a réfuté, que personne n'a confirmé et qui reste 30 ans après sans réponse. Sakombi n'est pas un témoin neutre. Après la chute de Mobutu en 1997, il n'est pas parti en exil, il est resté. Il a soutenu Laurent Désiré Kabila, puis il a trouvé Dieu, puis il a commencé à parler. Ces retournements politiques à 3 temps, serviteur zélé de Mobutu, rallié à Kabila, puis pasteur repenti chargeant les deux, constituent ce que les historiens appellent un biais des reconstructions narratives. Un homme qui a construit sa nouvelle identité sur la démystification de l'ancienne. Faisait beaucoup de massacres. Il tuait. Et les gens disaient que c'était en réalité des sacrifices qu'il faisait, des sacrifices humains. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus les faire autant qu'il les faisait avant. Et alors, on vous demande 2 ou 3 personnes, vous ne savez pas les donner. Et bien à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent, etc. Ils se servent. « 1978, la deuxième guerre du Chaba. Des forces armées venues d'Angola menacent la province minière la plus riche du Zaïre, Katanga, là où se trouvent les cuivres, les cobaltes, les coltans, les richesses qui financent les régimes. Mobutu peut appeler ses alliés militaires. La France intervient d'ailleurs. Il peut dépenser des fonds pour équiper son armée. Ce qu'il fait, d'après Emmanuel Dougia, l'ex-agent des services secrets qui a publié ses révélations à Paris en 1992, il fait venir des marabouts à la frontière du Chaba. Ces marabouts égorgent de moutons. Ils récitent des incantations rituelles. Ils tracent des lignes invisibles que les ennemis ne pourront pas franchir. Un homme qui dispose de l'appui de la France, qui reçoit des armes américaines, qui contrôle l'une des armées les plus équipées d'Afrique centrale, cet homme envoie des marabouts garder ses frontières à coups d'incantations. Ce n'est pas de la folie, c'est de la logique. Dans les systèmes des croyances du Zaïre de cette époque et dans les systèmes de Mobutu lui-même, les 2 dimensions militaires et spirituelles n'étaient pas séparées, ce qui devrait vous surprendre. À un moment du règne de Mobutu, les Zaïres changent d'hymne national. Ça n'a l'air de rien. Des hymnes changent, les hymnes changent.
Sauf que selon les informations données par Sakombi Inongo lui-même, rapportées et analysées dans les revues politiques africaines, ces changements d'hymne n'avaient rien à voir avec les nationalismes ou la culture. C'était une décision prise pour des raisons occultistes. Mobutu voulait renforcer ses liens avec les forces du monde invisible, était un véhicule des puissances spirituelles. En les changeant, il reconfigurait son rapport avec les esprits qui gouvernent la destinée d'un pays. Pensez-y, l'hymne national d'un État souverain, écouté par des millions de personnes à la radio, dans les écoles, dans les stades, modifié pour des raisons de sorcellerie. L'histoire d'Isaïr, c'est l'histoire d'un homme qui comprend deux mondes et qui en a trahi les deux. Et il a laissé son pays pillé. Il comprenait la géopolitique, il comprenait le monde invisible et il l'a utilisé pour asservir son propre peuple. Dominique Sakombi a dit que Dieu avait prévenu Mobutu. Il avait les choix, abandonner les occultistes ou mourir. Le 7 septembre 1997 à Rabat au Maroc, loin de Kinshasa, loin des badolites, loin du léopard et des marabouts, Joseph Désiré Mobutu est mort seul. Abonne-toi si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas.